Les forces du gouvernement libyen reconnues par l'ONU ont annoncé mercredi avoir repris le contrôle de l'aéroport international de Tripoli, revers le plus significatif infligé aux forces rivales du maréchal Khalifa Haftar. À Madagascar, des échauffourées opposent à Toamasina les forces de l'ordre à des manifestants qui dénoncent les conditions du confinement imposées par les autorités pour y enrayer la propagation du coronavirus. Le Cameroun relance ses activités de transport aérien le 15 juin prochain. Les autorités aéroportuaires mettent les bouchées doubles pour répondre à l'attente de la clientèle en pleine pandémie de Covid-19. Ainsi se présente le sommaire de ce journal. Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue. Les forces du gouvernement libyen reconnues par l'ONU ont annoncé mercredi avoir repris le contrôle de l'aéroport international de Tripoli, revers le plus significatif infligé aux forces rivales du maréchal Khalifa Haftar dans leur conflit. L'aéroport était occupé par les forces pro-Haftar depuis leur première semaine de leur offensive sur la capitale libyenne. Reportage. L'opération pour la reprise de l'aéroport a commencé le matin du mercredi avec des drones qui ont visé les positions des forces rivales, selon Nounou, un membre du gouvernement d'union nationale. Les pro-GNA pourchassent désormais les milices de Haftar qui s'enfuient vers le sud. Depuis 2 semaines, les forces pro-gouvernementales mènent des attaques terrestres et aériennes de grande envergure dans ce secteur et avaient réussi à encercler la zone de l'aéroport avant l'assaut final. Des premières images et vidéos relayées sur les réseaux sociaux et par les chaînes de télévision locales ont montré l'entrée des forces pro-GNA sur le site. Les forces loyales au maréchal Haftar n'ont pas réagi dans l'immédiat à cette annonce. En mai, elles avaient perdu la base aérienne d'Al-Watiya, importante base arrière du camp Haftar à 140 km au sud-ouest de Tripoli. Après un long statu quo, les troupes du gouvernement d'union nationale, faute du soutien croissant de l'allié turc, ont enregistré plusieurs succès ces derniers mois. Inutilisé depuis sa destruction en 2014 dans des combats entre milices rivales, l'aéroport international avait été remplacé par celui de Mitiga, une ancienne base militaire en banlieue de la capitale, à son tour fermé en masse, endommagés par des tirs de roquettes. Les quelques Libyens rapatriés de l'étranger en raison de la pandémie de Covid-19 atterrissent à l'aéroport de Misrata à 200 km à l'est de Tripoli. Le gouvernement d'union nationale contrôle la quasi-totalité de l'ouest, y compris la capitale. Il est appuyé localement par des groupes armés de l'ouest, principalement ceux de Misrata. Depuis avril 2019, des centaines de personnes, dont de nombreux civils, ont été tués dans les combats et quelques 200 000 ont pris la fuite. En République démocratique du Congo, le procès de Vital Kamerhe a repris ce mercredi. Cette reprise intervient une semaine après la mort soudaine du juge chargé de l'affaire, Raphaël Kani. Vital Kamerhe et 2 autres personnes sont poursuivies dans une affaire de détournement des fonds alloués au projet de réalisation de maisons préfabriquées dans le cadre du programme de 100 jours du président Félix Tshisekedi. La 3e audience du procès de Vital Kamerhe, le directeur de cabinet du président Félix Tshisekedi, s'est tenue avec un nouveau président, le juge Piero Bakangé Mvita. Il succède à Raphaël Nyanyi Mvungu, décédé soudainement la semaine dernière. Pour la première fois ce mercredi, les témoins sont passés à la barre. Le premier à témoigner est l'ancien ministre du Développement rural, Justin Bati-Kuira. C'est lui qui avait signé en 2018 le contrat initial avec la société Sami Bossarl de l'homme d'affaires libanais Sami Jamal, qui est également parmi les prévenus. Il a expliqué qu'au départ, c'est un marché d'un montant de près de 27 millions de dollars pour 900 maisons préfabriquées destinées à 9 provinces du pays. S'il a reconnu avoir signé ce contrat, Justin Batikura a expliqué que le gouvernement n'était pas en mesure de payer la première tranche de la facture à Sami Bossarl à cette époque. Il a ajouté qu'il n'a pas pu suivre ce dossier parce qu'il en avait été dessaisi par Vital Kamerhe
au travers d'une correspondance officielle. Il a davantage chargé le directeur de cabinet de Félix Tshisekedi en ajoutant qu'il n'était pas au courant du paiement de 57 millions de dollars à Sami Bossarl. Ce montant, a expliqué Justin Batikira, est loin de celui de 27 millions de dollars du contrat initial. Il n'a pas reconnu la validité de l'avenant au contrat qui a permis ce paiement. Ces propos ont été appuyés par le témoignage de Ngongo Salounou, directeur général intérimaire de la Direction générale du contrôle des marchés publics. Dernier témoin à comparaître ce mercredi, il a également soutenu que ce paiement a été fait sur la base d'un avenant qui n'était pas valide. À Madagascar, des échauffourées opposent la police à Toamasina à des manifestants. Les forces de l'ordre et manifestants se sont affrontés du fait des conditions du confinement imposées par les autorités pour endiguer la pandémie de Covid-19. Dans un communiqué, la police a nié ces violences. Mais des images d'un homme à terre ont rapidement circulé sur les réseaux sociaux et causé la colère de la population qui a érigé un barrage, brûlé des pneus et lancé des pierres sur les forces de l'ordre, ont constaté des journalistes de l'AFP. Les forces de sécurité ont riposté par des tirs de balles en caoutchouc. Selon la police, le blessé a été brièvement hospitalisé et a pu regagner son domicile après avoir reçu des soins. Les attroupements continuent alors que les forces de l'ordre sont en train de rétablir l'ordre, a également indiqué en soirée la police. Le gouvernement malgache a envoyé la semaine dernière plusieurs centaines de soldats et des médecins en renfort à Toamasina après y avoir recensé une forte augmentation de cas de Covid-19 dans la ville. Quelques heures avant ces incidents, un groupe d'habitants se présentant comme un collectif des doyens de la ville a dénoncé sur les réseaux sociaux la décision du président André Rajoelina d'envoyer des renforts militaires et plus généralement sa gestion de la crise sanitaire. Ils ont exigé sa démission sous 12 heures. Madagascar a enregistré jusque-là quelques 900 cas de coronavirus, dont 6 décès qui sont tous survenus dans la ville de Toamasina. Au début de l'épidémie, Rajoelina a ordonné un confinement dans les 3 principales villes du pays, levé depuis à Antananarivo. Il a également largement distribué à sa population une tisane à base de plantes dont il assure qu'elle protège et soigne le Covid-19. Les éventuels bienfaits de cette tisane baptisée Covid organique n'ont toutefois été validés par aucune étude scientifique. Le Cameroun relance ses activités de transport aérien le 15 juin prochain. Cette décision fait suite à la reprise des vols commerciaux entre ce pays et la France, comme c'est le cas avec d'autres pays sur le continent. Et la France, une situation qui semble contraster avec la menace du coronavirus. La logique économique semble avoir pris le dessus sur les réseaux sanitaires qui ont poussé à la suspension des vols sur le continent. Après la Côte d'Ivoire et le Bénin, les premiers pays à être desservis, le Cameroun se prépare à accueillir son premier vol commercial ce 15 juin 2020 depuis l'aéroport international de Yaoundé. Ceci fait suite à la reprise des vols commerciaux de la compagnie Air France en direction du continent africain ce 3 juin. À cet effet, la Direction générale des aéroports du Cameroun et les services sanitaires ont pris des séries de mesures pour tester les voyageurs à leur arrivée, de sorte à éviter des cas d'importation du coronavirus. Que si vous parcourez l'aéroport, vous allez voir que nous avions prévu des distanciations au sol entre passagers. Nous avions prévu des distanciations au niveau des salles d'embarquement. Nous avons mis en place des plexiglas au niveau des banques d'enregistrement. Nous avons également pris toutes les mesures barrières que sont le lavage de mains, des gels au niveau de tous les usagers de l'aéroport. Le ministère de la Santé, pour sa part, a indiqué que des voyageurs à leur arrivée à l'aéroport seront conduits au centre de quarantaine de l'hôpital central de Yaoundé où ils seront systématiquement prélevés et testés. Ceux d'entre eux qui seront déclarés positifs seront pris en charge dans les centres et ceux qui seront déclarés négatifs seront autorisés à rentrer chez eux, mais invités à se confiner à leur domicile pendant 14 jours et suivis à distance par les services de santé du ministère. Les voyageurs qui présenteraient d'autres antécédents médicaux seront invités à rester confinés chez eux. Les cas les plus sérieux seront conduits
dans des centres de santé afin d'être pris en charge. La force conjointe du G5 Sahel, la force militaire sahélienne contre le djihadisme, a inauguré ce mercredi près de Bamako son nouveau poste de commandement. Cette inauguration intervient 2 ans après l'attentat contre le précédent poste dans le centre du Mali. La force conjointe du G5 Sahel n'avait plus de poste de commandement depuis l'attentat en 2018 contre son quartier général à Sévaré. Un attentat qui avait fait, outre 2 assaillants, 3 morts, dont 2 militaires maliens de la force. Suite à cet attentat, le gouvernement malien avait mis à la disposition de la force conjointe un terrain dans un quartier de Bamako en 2019. Mais des manifestations des habitants avaient empêché la force d'établir là son quartier général. C'est donc 2 ans après cet attentat que la force conjointe a pu inaugurer un nouveau poste de commandement dans le sud de Bamako, non loin de la base de la mission de l'ONU au Mali, MINUSMA, qui compte 13 000 morts. La force conjointe créée en 2017 par le G5 Sahel, qui comprend la Mauritanie, le Mali, le Niger, le Burkina Faso et le Tchad, sous l'impulsion de la France, connaît des résultats relatifs dans la sous-région. Ces 7 bataillons, composés de soldats des armées nationales actuellement déployés dans des camps dans leur pays, doivent théoriquement être placés sous commandement de la force et avoir un mandat transnational. Mais aujourd'hui, les capacités de soutien de ces bataillons sont seulement nationales et non régionales, a dit le général nigérien Umaru Namata Gazama, commandant de la force. Il a émis l'espoir que la force conjointe ait des capacités de soutien propres de manière à pouvoir un jour, dans la sérénité, planifier et conduire en toute autonomie ces opérations. Et c'est sur cette information que se referme ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne journée en compagnie de nos programmes.